Donc je fais quand même, comme d'habitude, un petit topo pour vous expliquer déjà le concept, poser un peu le cadre, que ce soit pour la rediffusion c'est bien, et pour les personnes qui découvrent le concept pour la première fois. En fait, je fais la bêta lecture. Je suis autrice et bêta lectrice professionnelle. Et donc, la bêta lecture, c'est mon travail. Et mon but, en fait, cette année, c'est de montrer un petit peu plus les coulisses de mon travail pour que vous puissiez savoir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de retour sur vos romans. Le but, c'est que vous soyez un petit peu rassurés parce que je sais à quel point c'est difficile d'envoyer son roman à quelqu'un, de le faire lire à quelqu'un. Je sais à quel point ça peut faire flipper, et d'autant plus à des inconnus sur internet, d'autant plus si ce sont des bêta-lectrices pro, on se dit je veux pas non plus donner mon argent à n'importe qui, ce qui est normal. Donc le but, voilà, c'est de vous montrer déjà moi comment je travaille, donc c'est juste une approche de la bêta-lecture. Je sais qu'Anaïs, toi tu en fais aussi, donc t'as peut-être aussi une approche différente, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Si jamais d'ailleurs il y a d'autres personnes qui font de la bêta-lecture, n'hésitez pas à partager vos avis et vos retours. Donc de montrer mon approche, mais de façon générale, ça peut vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre en termes de retour en tant que, enfin, sur vos romans, quoi. Ça vous permet aussi d'être un petit peu mise en avant à mon échelle. Voilà, j'ai pas une communauté énormissime, hein, donc ça va pas vous rapporter énormément de monde. Mais bon, le but c'est aussi de vous mettre un petit peu en avant, de mettre en avant voilà, les auteurs, les autrices qui sont peut-être pas forcément encore édités, qui le sont peut-être déjà, parce qu'on verra qu'Anaïs du coup a sorti son premier roman il y a pas si longtemps. Mais voilà, moi j'aime bien aussi ce côté soutien communauté et de mettre en avant les gens, le travail des gens. Donc voilà, moi c'est mon objectif vraiment cette année, parce que je me suis rendu compte qu'au final je montrais pas tant que ça comment je travaillais. Et ça peut manquer justement pour inspirer confiance, même si je me montre suffisamment sur les réseaux. Je pense que les gens arrivent maintenant à cerner qui je suis, ma personnalité, mes valeurs et tout ça. Je pense que de montrer un petit peu comment je travaille, et comme je vous le disais, du coup, il y a des personnes qui, en voyant ces lives et en voyant ces replays, se sont dit, bah du coup, je vais venir vers toi pour une bêta lecture. Donc forcément, il y a aussi un intérêt professionnel pour moi. Mais voilà, le but, c'est que même si vous savez pas encore, si c'est la première fois, que vous savez pas comment, enfin, à qui envoyer votre roman, ou juste que vous savez pas encore quel genre de retour vous pouvez espérer sur vos manuscrits, ça peut aussi vous donner une idée, vous rassurer. Et donc là, le concept, c'est gratuit. Hein, va y avoir du délai, hein, parce que là, je vois que j'ai encore des demandes qui sont apparues sur le formulaire. Là, c'est une proposition qui est complètement gratuite. Vous avez un formulaire en ligne à remplir avec quelques informations, votre autorisation aussi pour diffusion, parce que moi le but c'est aussi que je les lise en direct et que je les rediffuse sur YouTube, tu vois, c'est un peu la contrepartie que je demande sur ce concept qui est gratuit. Donc vous avez un petit formulaire à remplir. Si vous voyez la vidéo en rediffusion sur YouTube, vous aurez normalement les infos dans la description. Sinon, vous allez sur mon compte Instagram qui est Maria Villessa, le nom de cette chaîne, hein, je vous le mets dans le chat. Mon compte Instagram c'est au même nom, et dans les stories à la une vous avez toutes les informations et vous avez le lien pour remplir le formulaire. Par contre, vraiment, soyez pas pressés. Je traite souvent les demandes 2 par 2 selon le temps que j'ai dans mon planning, sachant que je priorise forcément mes contrats et mes clients. J'aime pas dire cliente. Enfin bref, les auteurs que j'accompagne. Et donc ouais, voilà, soyez pas pressés. J'ai déjà, je pense, une dizaine de demandes à traiter avant vous, là, si vous vous inscrivez. Mais vous pouvez vous inscrire. Y a pas de souci. Moi, le but, c'est que je fasse déjà la bêta lecture. Alors, je fais la bêta lecture de la première page de votre roman. Donc, c'est assez court, mais ça vous permet d'avoir un aperçu et d'avoir un premier retour sur vraiment le tout début de votre roman. Et en fait, je vais faire la bêta lecture de mon côté. Je vais commenter le texte, je vais faire un petit retour écrit et je vous l'envoie avant de le proposer en live. Je préfère quand même que vous ayez un premier retour pour que vous puissiez me dire après
moi je redemande en fait. Vous voyez, Apolline par exemple, je lui ai fait son retour, je lui ai demandé est-ce qu'elle était toujours ok, à partir du retour que je lui avais fait, est-ce qu'elle était toujours ok du coup pour que ça soit diffusé en live et rediffusé sur YouTube, etc. Et vu que j'avais pas eu encore de réponse sur le dernier live, j'ai préféré ne pas le passer tant que j'avais pas son accord. Donc le but c'est que voilà, ça se passe bien, que vous n'ayez pas non plus de mauvaises surprises. Là les filles, ce que je vais partager, vous avez déjà eu les retours. À part s'il y a des nouvelles choses qui me viennent, voilà. Mais bon, globalement, vous avez déjà une première impression quoi, sur votre roman. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Petite précision que je ferai à chaque fois, le but c'est que ça se passe bien dans la bonne humeur, dans la bienveillance et dans le respect du travail des auteurs et des autrices. Moi je fais en sorte de faire des retours le plus objectifs possible, ça, il y a toujours un biais subjectif hein, forcément. Le truc c'est que voilà, j'essaye d'être la plus respectueuse possible de votre travail. Je vous demande la même chose dans le chat ou dans les commentaires sur YouTube. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez. Le but, c'est d'un live, justement, ou que ça soit rediffusé sur YouTube, c'est que vous puissiez aussi faire vos retours sur le texte des auteurs et des autrices, mais dans le respect et dans la bienveillance. Là-dessus, par contre, je serai intransigeante, je vous préviens. Mais voilà, le but c'est que ça se passe bien. Ça demande quand même un sacré courage déjà d'envoyer son roman, enfin la première page de son roman à quelqu'un qu'on connaît pas. Mais en plus de que son texte soit lu en live et rediffusé en vidéo et que voilà, ça soit exposé publiquement, c'est pas évident, ça demande un sacré courage déjà. D'ailleurs, bravo à vous. Que ce soit les auteurs ou les autrices qui sont déjà passés, qui passent ou qui passeront. Donc, on respecte ça, s'il vous plaît. C'est en découvrant justement qui tu étais via la newsletter et Insta que j'ai sauté le pas à partager mon histoire. Merci de donner cette opportunité et de rassurer aussi sur les BL. Merci à toi. C'était le but, hein, de toute façon, de rassurer. Je pense que le point principal de ce concept, c'était de rassurer les gens sur la bêta lecture, quoi. Anaïs, qui sous son nom de plume s'appelle Elisea Raven. Là, on va voir du coup la première page de son nouveau projet de roman, un parmi tant d'autres, je sais pas, qui s'appelle Apocalypse de sang, qui est une dark fantasy. Le pitch, c'est... alors, je sais pas comment tu le dis, moi je le lis Svenja, au niveau du prénom. Tu me corriges, hein, je sais pas. Moi je le lirais comme ça. Quand c'est des noms atypiques, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc Svenja, mercenaire et ancienne membre d'une branche secrète de l'armée des anges, retourne à la citadelle après une convocation de son ancien chef, alors qu'elle s'est jurée de ne jamais y remettre les pieds. À son retour, on refuse de lui expliquer la raison de son recrutement d'urgence, jusqu'à ce qu'elle soit témoin du premier signe de l'apocalypse. Tout va bien dans ce monde. Moi j'aime bien ce côté un peu... On le voit pas tant que ça au niveau de la mythologie, anges, démons et tout ça. Ou à une époque peut-être que ça se faisait plus, un peu moins maintenant. Ou alors c'est juste des choses que je lis, que j'ai pas l'habitude de lire et donc je suis pas au courant. C'est bien prononcé. C'est hyper fun. On s'y attend. De toute façon, Dark Fantasy en général, on s'attend pas forcément à une happy end. Donc, ton nom de plume, je vais le remettre. Attends, je crois que tu m'as mis tes réseaux. Alors, son compte d'autrice, parce que tu as aussi, je crois, un petit compte avec une boutique. J'étais même pas au courant, tu vois, je l'ai découvert sur le formulaire. T'as aussi une boutique de papeterie qui s'appelle Écrin de papier. Je vais déjà mettre ton pseudo. De toute façon, c'est ton pseudo sur le chat, mais je vais le remettre. Je vais le remettre là. Donc dans le chat. Et pour YouTube, vous aurez toutes les informations en description. Je mettrai tous les liens. Même si tu veux mettre le lien vers ta boutique, des choses comme ça, t'hésites pas à me l'envoyer. Je mettrai tout sur YouTube. Donc ça, c'est son compte d'autrice. Et tu as écrin de papier. Alors je le copie-colle comme tu me l'as mis. J'imagine que ça doit être ça. Hop. Je suis un peu longue à... On est vendredi soir. Hein. J'y arrive pas. J'imagine que c'est un compte Instagram aussi, donc je vais mettre le petit arrobase. Je sais pas, hein, tu me corriges après si t'as besoin dans le chat. Et d'ailleurs, du coup, Anaïs qui a sorti son roman il y a pas longtemps, qui s'appelle...
je vois très bien la couverture, j'ai oublié le nom. Je vais le montrer sur ton compte Insta, comme ça. C'est une romantaisie. Je vais voir si je peux te retrouver, comme ça je t'affiche un petit peu en partage d'écran. Mais je sais pas comment va apparaître le partage d'écran là sur... vu comment je l'ai configuré. Aetera, la légende dorée. Qui est... c'est chez qui? Chez Céleste Édition. Hop, je vais vous le montrer. Je sais pas ce que ça va donner en partage d'écran. Aïe 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 aïe. J'ai travaillé dessus pendant 15 ans avant de lui trouver une maison d'édition. Comme quoi, il faut toujours persévérer. Voilà, donc qui est un premier tome. Je sais pas combien tu vas en avoir. Tu projettes d'en avoir combien? Ou peut-être qu'après c'est en discussion avec la maison d'édition. Donc voilà, son livre qui est sorti il y a pas longtemps, tiens, le 12 mars, chez Céleste. Hop. Bon, après, si vous êtes intéressé, si le livre vous intéresse, n'hésitez pas à aller la suivre et à aller regarder un petit peu ce qu'elle propose, quoi. On va sur ton texte. Je vous demanderai, comme d'habitude, d'être indulgent sur ma capacité à lire à haute voix, parce que ce n'est pas du tout ma zone de confort, hein. Je sais pas vous, mais moi, à l'école, c'était ma hantise. Je sais pas si ça vous est arrivé de faire de la lecture à voix haute. Il y a des gens qui étaient très doués pour ça. Moi, c'était une horreur. Je regarde si on voit bien à l'écran. Et normalement, on a le chat qui apparaît au-dessus. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, le but, je crois qu'on le voit bien, le chat. Super, c'est trop bien. J'ai presque fini le café. On va dire qu'il est fini. Alors, du coup, toi, c'est la première page sur ton chapitre 1 du point de vue de Svenja. J'aime bien ce nom. La citadelle, immense tour d'ivoire maculée de sang de ceux qui ont un jour commis l'erreur de prêter allégeance. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai tendance à commenter les premières phrases, parce que pour moi, les premières phrases sont très importantes. Je trouve qu'elles donnent le ton, en fait, sur l'histoire. J'aime bien qu'elles sortent un petit peu du lot. Moi, j'ai une passion, des fois, je m'assois, j'ai une bibliothèque spéciale pile à lire, et quand le soir, enfin, à des moments, quand je m'ennuie, je m'assois devant, et je prends un peu les livres de ma pile à lire, et je feuillette un peu. Je dois être un peu tarée, des fois. Et je lis les premières phrases, et j'ai repéré quelques premières phrases sur certains romans qui sont sympas. Là, moi, je t'ai fait le commentaire. Ah, c'est ça qu'on veut comme première phrase. Souvent, j'ai des choses à redire, mais là, je trouve que toi, ta première phrase est pas mal parce que, en fait, elle a un petit truc en plus qui donne le ton, un côté, voilà. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, l'image de la tour d'ivoire maculée de sang, tu vois. Tout de suite, ça parle. Moi, j'ai une image dans la tête, en fait, et ça donne le ton. Ça donne le ton. Tu te dis, ok, on sait où on met les pieds, et j'ai envie de voir la suite, quoi. Oh, attendez. Mais Paris, c'est trop loin. T'es de quel côté, toi, Apolline? Ouais, après, quand c'est loin... Moi, les Imaginales, j'y vais parce que c'est pas très loin. Paris, c'est pas excessivement loin non plus. Un jour, faudrait que je tente Paris. Non, c'est... Ah oui, ça, j'ai lu. Je sautais sur ma chaise pour lire la première en cours. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, je détestais ça. Je me dis peut-être un avenir dans la lecture audio. Moi je sais pas comment ils font. Les gens, il y a des livres audio qui sont incroyables. De toute façon, des fois, t'en as, c'est des acteurs, hein, des comédiens hein, qui le font. Je l'ai beaucoup travaillé. Ah oui, la Vendée. Mais t'as peut-être des choses plus de ton côté, du coup. T'as pas mal de salons du côté de la Bretagne, Normandie, un petit peu dans le sud. Attends, je situe bien la Vendée, hein, c'est plutôt... Attends, j'ai un doute. Pour moi, la Vendée, je la... Si, c'est ça. C'est entre Bretagne et Gironde, non? C'est pas... J'ai un doute. Je la situe par là. Mais je suis pas sûre. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est plutôt de ce côté-là. Mais ouais, les salons, le problème, c'est que t'en as un petit peu partout en France et des fois, t'en as qui sont un peu loin. Donc oui, première phrase, moi je la trouve top, voilà. Y a pas grand chose à redire, quoi. T'as une image claire, ça te donne envie de lire la suite. Enfin, moi en tout cas, ça me donne envie de lire la suite. Et vraiment, moi j'ai cette image
de tour d'ivoire maculé de sang, je l'ai vraiment projeté dans ma tête et je trouve ça fou. Limite, je vois une illustration pour la couverture de ton roman, quoi. La citadelle, lieu de souvenirs, de rêves et de cauchemars, ma vie entière. On sent que de toute façon le texte est travaillé, hein, je crois que je te l'ai dit dans les retours. Ah d'ailleurs j'ai pas relevé parce que tu parles au jeu et là tu dis à ses pieds. Ah non, à ses pieds la citadelle. Ok, là j'ai cru que tu passais à la troisième personne, c'est moi. À ses pieds, les plaines éthérées s'étendent à perte de vue, vaste nature aux mille couleurs, illuminée par la volonté d'un soleil persistant. Illuminé, j'ai dit quoi? Si c'est ça, illuminé par... Je suis fatiguée, hein, donc je peux bugger un peu. Illuminé par la volonté d'un soleil persistant, quelle mascarade, quelle hypocrisie. Et moi je t'ai mis un petit commentaire là-dessus, et c'est ça qui est intéressant quand on écrit aussi. Mais ça reste 3-4 heures de route. Ah oui, t'es à mi-chemin en fait, t'es vraiment entre les deux, ok. Oui, c'est ça. Ouais, malheureusement, faites un salon en Vendée. Hein. Donc moi, en commentaire, ce que je t'ai mis ici, et c'est un truc qui est intéressant justement quand on écrit, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que j'apprécie ici, c'est que tu mêles une description avec le point de vue de ton personnage et ce qu'il en pense. Ça évite le côté monotone que peut avoir des fois une description classique, factuelle en fait, et ça la rend plus vivante. En plus de nous en dire plus sur le lieu et ton personnage, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, plutôt que juste te contenter de décrire un peu le lieu, tu impliques un peu ce que ton personnage en pense. Et donc ça donne vraiment le ton. On voit que ton personnage, du coup, il est pas super ravi d'être là. Et ça sous-entend aussi que ce lieu, qui pourrait être peut-être un peu mystique et incroyable, cache des choses, quoi. Cache des choses peut-être pas très reluisantes par rapport à l'image qu'elle peut renvoyer. Quoique une tour d'ivoire maculée de sang, je me dis c'est un peu particulier quand même. Mais ça donne le ton en fait dans les premières lignes et ça permet du coup de faire de la description l'air de rien, mais de la rendre un peu plus vivante. C'est ça qui... Moi c'est ce qui est un truc qui revient des fois en bêta lecture. C'est que les gens des fois ont peur de la description parce qu'ils ont peur que ça soit trop lourd, que ça ralentisse le rythme. Mais la description, pour moi, elle est importante, elle est intéressante. Ça, après, chacun a son rapport à la description. Il y a des auteurs et des autrices qui adorent faire des tas de descriptions. Il y en a qui sont un peu comme moi, qui sont un peu radins sur la description. Mais le but, d'une façon ou d'une autre, peu importe le dosage que vous voulez mettre dans votre roman, après, c'est aussi votre style, c'est d'essayer de le rendre vivant, justement, de le faire vivre à travers les yeux de vos personnages, d'impliquer, voilà, que ressent votre personnage par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Et c'est là, en fait, que c'est intéressant, parce que ça implique davantage les lecteuristes, en fait, dans le récit. Et en fait, ça évite le côté petit aparté, on s'arrête, allez, on décrit le lieu. Et en fait, c'est naturel, et on continue le récit l'air de rien. Tac. J'essaie de rendre mes descriptions actives. Moi, c'est un défi que j'ai aussi en écriture. Je suis déjà assez radine. Moi, c'est un truc à la réécriture il faut que je rajoute un peu d'immersion, de description, de lieu et tout ça, surtout qu'on est un peu au pays imaginaire. Donc, il y a quand même de quoi se permettre en termes de description, et je trouve que c'est assez pauvre à ce niveau-là. Donc il y a de quoi faire, quoi. Surtout que mon perso a une psychologie, une vision du monde très compliquée. Ouais, bah déjà on sent un petit peu... on sent déjà des prémices, tu vois, au niveau caractérisation du personnage, quoi. Qu'est-ce que je vous disais? Hein? Oui, tu t'ennuies. On a besoin de description pour le contexte. Bah là, ouais, c'est à propos, parce que en plus, par rapport au pitch qu'on a lu avant, ça pose le cadre. Tu vois, ça fait du lien déjà avec ce que tu as dit dans le pitch, donc on est vraiment les deux pieds dedans, quoi. J'aime beaucoup les mots choisis, je ne les lis pas souvent. Oui, c'est ça. Bah, c'est en ça que je dis on sent que ton texte, il est travaillé, tu vois. On sent pas que t'es sur un premier jet où tu balances un peu brut ce que t'as en tête. On sent que déjà, il y a un choix au niveau des mots. Ça, c'est... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mon chat, c'est non. Bon, tu vas pouvoir attendre un petit peu parce qu'on n'a pas fini. Mais oui, non, je trouve que le texte est quand même travaillé. Et même moi, hein, des fois, quand je lis certains romans, je me dis ah ouais, non, en termes de vocabulaire, je sens que sur mon roman, il y a du taf aussi.
J'ai pas de grande description, mais j'essaie de cibler ce qui est important pour l'ambiance et l'immersion. Oui, voilà. En fait, c'est en ça que je dis aussi que des fois, en termes de description, rester fidèle à vous-même, c'est-à-dire qu'il y a des, comme je disais, il y a des autoristes qui adorent la description, qui adorent en lire, qui adorent en écrire, et ça fait partie de leur style et de leur plume, et vous avez sûrement peut-être en tête des autoristes publiés déjà qui ont ça aussi, qui adorent faire des descriptions, et c'est bien fait, et ça rend le récit vivant. Et à l'inverse, il y a des récits qui ont moins de descriptions, et parce qu'on se concentre sur autre chose, on se concentre peut-être davantage sur les personnages, sur l'intrigue, voilà, sur un système de magie, j'en sais rien. Et les récits sont tout aussi bien, ça c'est une question d'affinité, quoi. Donc après, t'es pas obligé d'en faire des caisses niveau description et juste te contenter de ce qui est important pour ton récit, quoi. Pourtant c'est très brut, bah moi je trouve pas, hein. Ah mais c'est vrai que t'écris à la main, toi. Je prends le temps de poser les mots. Oui, c'est vrai que toi, en fait, tu passes par. Comment tu fais d'ailleurs? C'est intéressant ça. Parce que je t'ai vu sur Insta justement où en fait t'écris ton premier jet à la main, j'imagine. Et après tu fais quoi? Tu le recopies sur ordinateur. Pour la réécriture, tu repasses sur l'écriture à la main. Comment tu fais? C'est méga intéressant. Moi, j'aimerais bien pouvoir le faire parce que je reste quand même quelqu'un. Je viens de l'école des journaux intimes, hein, donc écrire à la main, j'adore ça. Mais je me dis, oh là là, après il faut tout recopier. Flemme. Premier jet à la main et après je retape sur PC pour le réécrire. Après, j'imagine que ça, pour la réécriture, ça peut être intéressant parce que du coup, t'es obligé de tout retaper à la main. Et déjà, je pense qu'en retapant à la main, ça doit te. Tu retravailles ton texte instinctivement, je pense. Je pense que ça mériterait qu'on fasse un live ou une interview ensemble pour que tu parles de ta méthode d'écriture, ça va être intéressant. Et là, je le fais parce que j'ai pas de délai. Oui, moi, je retravaille quand je retape. Ouais, c'est ça. Bah, ça me fait un peu la même chose où là, sur ma V3, en fait, je repars entre guillemets de zéro. C'est-à-dire que vraiment, j'ai réouvert un nouveau fichier à côté et je réécris avec la V2 à côté. C'est là que j'aimerais avoir deux écrans, quoi. Je réécris, il y a des passages qui sont très bien tels quels, donc je fais du copier-coller. Il y a des moments en fait où j'avance un peu plus vite parce qu'il y a des passages qui sont déjà bien comme ils sont. Mais il y a vraiment ce côté, oui, vu que j'ai réécrit depuis le début, forcément, des fois, même quand je réécris des passages où il n'y a pas grand-chose à modifier, bah, le fait de réécrire, je peux instinctivement, je vais changer des mots, je vais changer la tournure de phrase, je vais peut-être regrouper, modifier le paragraphe, ou voilà, il y a des choses qui changent d'eux-mêmes en fait. Donc ouais, c'est intéressant en fait. Avec plaisir pour je le garde dans un coin de la tête. Je me dis que ça pourrait être sympa de faire des lives aussi comme ça. Après, je veux pas empiéter, il y a Émilie qui le fait très bien aussi sur son podcast Les Plumes Bavardes, où elle fait des interviews d'auteuristes. Où en fait, elle leur pose plein. Je suis passée d'ailleurs sur son podcast où elle pose plein de questions sur leur approche de l'écriture, et vu que c'est propre à chacun, chaque épisode est toujours méga intéressant. Moi, c'est clairement quand j'ai une baisse de motivation, j'écoute justement des interviews, des podcasts d'auteuristes parce que ça me relance un petit peu cette envie d'écrire, quoi. Allez, on continue quand même. Donc, oui, ce passage est super intéressant. Quelle mascarade, quelle hypocrisie, je hais cet endroit, réminiscence d'insanité. Tu vois, rien que moi, ce passage-là, je le trouve au niveau, je sais pas, il sonne super bien. Tu vois, réminiscence d'insanité, et mon chat, c'est non, je suis désolée. Et tu vois, c'est pas des mots instinctivement qui, moi, me viendraient en termes de vocabulaire. C'est pour ça que je te dis que je sens. Enfin, après, c'est peut-être instinctivement ta façon d'écrire, tu vois. Moi, je trouve cette phrase super intéressante. On parle souvent de nous comme les êtres purs créés par la lumière divine. Foutaise. Il y a bien longtemps que notre brillante bienveillance s'est éteinte. Tu vois, vraiment, déjà, tu poses un cadre, en fait. Où tu continues en fait avec ce côté les apparences sont trompeuses, et en fait tu développes ton propos, et forcément quand on est lecteur, lectrice, on a envie d'en savoir plus, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle dit ça,
qu'est-ce qu'il en est vraiment, quoi. Surtout que ça fait du lien avec nos croyances populaires, tu vois, nos croyances religieuses, mythologiques. On pense un peu au paradis, à l'enfer. Est-ce que vraiment, du coup, le paradis, il est si bien qu'on nous le vend, quoi. Donc forcément, ça crée de la curiosité. Les humains seraient profondément déçus. Tu vois, c'est exactement ce que je disais. Je connaissais pas, j'irai voir. Ouais, Emily, ça s'appelle Les Plumes Bavardes et j'ai plus en tête son pseudo. Mais si tu tapes Les Plumes Bavardes sur YouTube ou sur Spotify, tu dois l'avoir. C'est pas instinctif pour moi. J'essaie de creuser le style, ouais. Moi, c'est un truc que je fais en dernier sur le texte. Enfin, des fois, il y a des trucs qui me viennent spontanément. Mais après, j'adore ce travail du style. Mais c'est un truc que je fais en dernier. Pauvre créature, s'il savait. S'il savait tout le mal que l'on a fait, que l'on s'est fait, que l'on fait encore et que l'on fera toujours. Moi j'aime bien je sais pas si c'est une figure de style, si ça a un nom, mais j'aime bien un peu des fois, autant des fois on fait la chasse aux répétitions, mais autant des fois t'as des répétitions qui insistent sur un truc, qui donne du rythme et ça sonne très bien. Et là clairement ça renforce en fait cette idée, quoi. Il n'y a pas d'issue pour nous, des cadavres pleins nos placards, dans les placards et les greniers, dans les caves et les greniers. Nous avons enseveli nos propres démons sous la poussière accumulée là depuis des siècles. Et là, je t'ai juste mis... Est-ce que c'est au sens figuré ou on parle de vrais démons? Vu qu'il y a des anges, je me suis dit qu'il y a peut-être des démons. Voilà, c'est ma petite question. Parce que en fait, j'essayais de voir si vraiment tu parlais juste, on enterre un peu toutes les crasses qu'on a pu faire sous le tapis, ou est-ce que vraiment en fait vous cachez des démons dans la cave? Et tu m'as répondu d'ailleurs, je crois que dans ton mail tu m'as dit oui, les démons existent dans cet univers, mais là pour le coup c'était au sens figuré. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi des démons. J'anticipe, redoute depuis des jours ce moment où je devrais pousser les portes de la citadelle. Je n'ai rien emporté avec moi. Plus d'attache depuis longtemps. Dire que toute ma vie est déjà ici, quelque part, entre ces murs d'enceinte. Un maigre sac... Ah, tu vois, est-ce que c'est pas un peu contradictoire, je suis en train de lire, parce que je n'ai rien emporté avec moi, et là après tu dis quand même un maigre sac contenant quelques vêtements, des provisions et mes dagues jumelles. Donc au final, elle a quand même emporté des choses avec elle. Là, je tilte là maintenant, tu vois, j'ai pas fait gaffe à la première lecture. Mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire entre, tu vois, je n'ai rien emporté, et puis finalement, t'as quand même un sac avec quelques vêtements, des provisions et mes dagues. En effet. Je me dis, attends, est-ce que c'est moi? Mais je pense que ouais. Ou alors tu peux dire, voilà, j'ai pas emporté grand-chose, juste le strict minimum. Mais là, tu vois, je m'en rends compte que maintenant. Comme quoi, même quand on fait de la bêta-lecture, des fois on peut être fatigué aussi. Hein. Donc on ne voit pas forcément tout, et même des fois quand on remarque des trucs, moi des fois je le dis dans mes commentaires, je dis après je sais pas si c'est moi qui suis fatiguée, qui ai pas très bien compris, ou si ça coince, tu vois. Des fois je le remets aussi un peu en perspective, hein. Ça peut être nous des fois qui sommes un peu à côté de la plaque aussi. Tout ce que j'ai pris en partant il y a 10 ans, ça et une lettre, la raison qui m'a obligée à revenir sur mes pas, la raison qui m'a poussée à rentrer. La maison, non. Lorsque l'on doit reprendre notre souffle sur le pas de la porte, lorsque l'on doit se préparer à pousser le battant, ce n'est pas la maison. Et moi, je t'ai mis une phrase, je t'ai mis un truc, ça peut tellement résonner avec le réel, ça. Parce que, enfin là, tu vois, tu viens questionner un peu, ça veut dire quoi un peu être à la maison, quoi. Et quand tu sous-entends que quand tu rentres chez toi avec la boule au ventre, est-ce que c'est vraiment chez soi? Moi, je trouve ça a résonné très fort chez moi, tu vois, cette phrase-là. Ça m'arrive aussi pendant mes bêta-lectures. Je resserre mes doigts autour de la lanière de mon sac, regarde au loin. Ah oui, là je t'ai fait une petite remarque, parce que c'est moi qui ai buté, et pareil, tu vois, c'est peut-être moi qui étais fatiguée à ce moment-là. Je resserre mes doigts autour de la lanière de mon sac, regarde au loin, le cristal de la citadelle étend ses rayons d'un blanc trop pur pour ce que notre espèce représente. Et là, vous voyez, quand c'est entrecoupé comme ça, on appelle ça des... Je dis pas de conneries, j'espère pas. Moi, j'appelle ça des phrases nominales. C'est-à-dire que, normalement, tu vois, techniquement, ça, c'est un truc qui devrait être...
suivi d'une virgule. Ça devrait être dans la même phrase, parce que sinon il faudrait le je regarde au loin ou autre, et quand tu le découpes comme ça entre deux points, ça peut des fois casser un peu le rythme, ou à la lecture, tu vois, quand tu le lis à voix haute, je resserre mes doigts autour de la lanière de mon sac, point, regarde au loin, point, le cristal de la citadelle, ça peut des fois perturber certaines personnes à la lecture. Je dis ça, mais je suis la première à être adepte à l'écriture de genre de phrases nominales. Hein. Je pense, en fait, en termes de style, ça peut être intéressant des fois pour mettre en valeur certaines choses. Là, je te l'ai relevé juste pour que tu l'aies en tête, mais après, pour toi, écrite comme ça, c'est peut-être parce que ça a du sens, et voilà, c'est pas forcément, je le relève pas forcément pour que tu aies à le modifier. Mais vu que là, j'ai buté dessus, je te le relève. Mais par contre, des fois, les phrases nominales, ça peut être intéressant justement pour mettre en valeur certaines choses, pour donner un certain rythme. Par exemple, dans des scènes où il y a beaucoup d'action, il y a du stress, de la peur, des fois, ça peut être sympa d'avoir des phrases un style un peu plus assuré. Et je sais que j'ai tendance un petit peu à écrire comme ça aussi. Donc, c'est pas du tout un reproche, parce que... C'est très intéressant, et je suis la première à le faire. Mais je crois que tu m'avais dit dans tes retours, ouais voilà, c'est ça, pour le coup c'est volontaire, ça fait partie du choix de la voix narrative, ouais. Ça correspond à mon personnage, ok. Donc tu vois, et ça c'est ce que je dis souvent en bêta lecture, c'est pas parce que des fois on vous fait une remarque qu'il faut forcément la prendre en compte. Vous restez les maîtres et maîtresses de votre texte, et des fois les choix que vous faites en termes d'écriture, c'est des choix qui ont peut-être du sens pour vous, et des fois en tant que lecteur ou bêta lecteur, on passe à côté de ça, du sens, et donc c'est pas parce qu'on vous fait une remarque que forcément vous devez tout remettre en question. Je crois que dans le commentaire, comment je te l'ai dit, les phrases nominales comme ça donne son petit effet, j'ai tendance à en abuser aussi. Parce que ça peut marquer un temps d'arrêt pour ton personnage. Après, peut-être qu'il pourra en perturber certains ou certaines dans leur lecture, donc à voir ce qui passe le mieux pour toi. Voilà. Des fois, moi, dans les remarques que j'essaye de faire, j'essaie de le remettre en perspective pour pas que vous le preniez de façon à ce que il faille obligatoirement le modifier. C'est-à-dire que je le relève pour que vous puissiez le remarquer vous-même. Pour vous expliquer un peu pourquoi ça pourrait éventuellement coincer, mais après, pour vous, si ça a du sens écrit comme ça, moi après je suis pas éditrice, hein, donc après si vous visez les maisons d'édition, c'est les éditeuristes qui vont vous dire il vaut mieux peut-être modifier le texte, enfin voilà. Mais vous restez propriétaire de vos textes, on parle quand même de quelque chose pour moi qui reste artistique, et l'art quand même est relativement subjectif. C'est pas parce qu'il y a des gens qui comprennent pas votre art que forcément vous devez vous adapter à la vision des gens qui lisent votre travail, quoi. Donc bêta lecteur ou pas, apprenez aussi à vous faire confiance et à faire des choix. Je dis pas qu'il faut rejeter toutes les remarques qu'on vous fait, mais moi je dis toujours qu'en fait c'est bien de savoir entendre toutes les remarques qu'on vous fait. Mais après, ça veut pas dire que vous devez toutes les prendre en considération. Vous voyez, il y a une nuance. C'est-à-dire que c'est bien de se dire, ok, je comprends pourquoi là tu dis ça, mais après, pour moi, comme tu m'as dit, tu vois, pour le coup, c'est volontaire, ça fait partie du choix de la voix narrative, donc c'est très bien comme ça, quoi. Faites-vous confiance. Mes mâchoires se tendent, mes muscles se crispent, mes pas m'entraînent vers ma nouvelle prison. Sous mes bottes, l'herbe haute s'écrase pour me laisser passer, et tandis que je me rapproche, l'enceinte de la citadelle... ça y est, je fatigue. Et tandis que je me rapproche, l'enceinte de la citadelle semble chercher à m'engloutir. D'ailleurs, moi, il y a une question niveau que j'entends souvent en termes d'écriture, tu vois, c'est les « et ». Alors, c'est justement ces fameuses règles d'écriture qu'on cherche un peu à nous imposer. Où techniquement un et ou un mais devrait normalement être après une virgule. Les phrases qui commencent par et ou mais, il y a des gens qui vous diront que techniquement c'est une erreur et qu'il faudrait toujours le mettre après une virgule. Mais justement, on revient un peu sur cette question de style, comme là avec les phrases nominales.
moi pareil, des fois j'ai tendance à vouloir mettre en valeur certaines choses, certaines idées dans la façon d'écrire mes phrases. Et ça m'arrive justement de commencer des phrases par et ou mais parce que je trouve que ça met en valeur les idées différemment que dans la continuité d'une phrase. Je sais pas si je suis claire dans ma façon de dire les choses. Mais je trouve ça intéressant. Je dis pas, je pense qu'il faut peut-être pas forcément en abuser. Vous voyez, moi sur la réécriture, ça m'arrive très souvent de le faire. Et il y a des passages où je l'ai modifié. Il y a des passages où je l'ai gardé, sachant que j'en suis qu'à la réécriture du chapitre 7, hein, donc j'ai pas fini hein, sur une trentaine. Mais là, rien que sur les chapitres que j'ai retravaillés, il y en a certaines où j'ai modifié, il y en a d'autres que j'ai gardées. Donc voilà, je vous le dis là parce que je le vois là. Pareil, ici, c'est très bien aussi de le faire. Hein, mais je vous le dis comme ça, ça peut aussi vous servir éventuellement, quoi. Je dis pareil, quand je bêta-lis, je rappelle que je n'ai pas la science infuse et qu'il n'y a aucun souci si l'auteur n'est pas d'accord. Ouais, mais c'est important de le rappeler. Moi, c'est un truc que je rappelle tout le temps en bêta-lecture. Oui, mais ça, franchement, c'est ridicule comme règle. Oui, voilà. C'est en fait quand vous voyez des règles d'écriture, comme je dis, en fait, je vous disais, en fait, l'écriture, ça reste de l'art. Peu importe la branche artistique, il y a des règles, il y a des codes, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous autoriser à jouer avec ces codes et avec ces règles. Donc les règles sont faites aussi pour être brisées. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi, mais on peut aussi s'amuser avec les règles, je trouve. C'est comme tout, il faut essayer d'équilibrer, voilà, et de pas en abuser. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous dit ouais, c'est interdit de mettre des et ou des mais comme ça en début de phrase que forcément vous devez tout enlever dans votre texte. Je pense qu'après, si vous avez tendance un peu comment en abuser, c'est peut-être de faire un petit nettoyage et de voir là où c'est intéressant de le garder et là où ça peut être modifié, quoi. Et je suis correctrice. C'est vrai que toi, t'es correctrice et éditrice indépendante. Oui, comme quoi, tu vois. Les règles, il faut savoir les remettre en perspective. Étant dit que je m'approche, l'enceinte de la citadelle semble chercher à m'engloutir. J'aime beaucoup, moi, le côté, tu sais, où tu personnifies un peu des choses qui sont pas censées être vivantes. À moins que peut-être qu'elle est vivante, on sait pas. Elle ne m'aura pas vivante, ils ne m'auront pas vivante. Et là, j'ai juste tiqué, et d'ailleurs, tu m'as répondu dans ton mail... Parce que moi j'ai tiqué, je me suis dit attends, si ton personnage Svenia est un ange, est-ce qu'elle n'est pas censée être éternelle? Parce que moi j'associe ange à des êtres éthérés, éternels. Le moi vivante, en fait, ça me laisserait sous-entendre qu'elle est mortelle, et en tout cas dans mon interprétation des choses, tu vois, à chaque fois j'essaie de remettre en perspective mes commentaires. Même si je me doute qu'un être immortel peut éventuellement être détruit ou quelque chose comme ça. Et toi tu m'as dit... Et dans mon univers, les anges vivent très longtemps mais ne sont pas immortels. D'où le fait qu'elle part des vivantes. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est... Mais c'est pareil, tu vois, quand je fais des remarques comme ça, c'est pour me dire, est-ce que c'est cohérent? Et après, c'est l'auteur qui sait mieux que moi si c'est cohérent ou pas. Moi, vu que je découvre le texte, je me dis, est-ce que c'est cohérent? Et après, c'est pour ça que je pose souvent... Attends, que je me retrouve sur le bon texte... moi je dis souvent, et après c'est mon côté coach aussi qui parle, moi je dis tout, enfin dans le coaching pour moi c'est surtout l'art de poser les questions. Et donc j'ai mon côté coach qui prend le dessus aussi des fois en bêta lecture, et souvent je vais poser des questions plutôt que de dire ça c'est pas terrible, ça c'est pas bien, ça je veux dire mais est-ce que ça c'est pertinent, est-ce que ça tu pourrais pas éventuellement le faire comme ça, qu'est-ce que t'as voulu dire en faisant ça, tu vois, j'essaye vraiment dans mes commentaires de le tourner sous forme de questions pour pousser la réflexion, parce que les questions, j'ai une autrice une fois qui m'a dit mais toutes les questions que tu poses dans tes commentaires, t'as besoin que j'y réponde? Ou je non en fait tu peux, parce qu'après on peut voilà, ça peut donner des échanges, et si t'as besoin de pousser les réflexions on peut le voir ensemble, mais quand je pose des questions c'est pour que tu te les poses toi en fait. Les remarques que je fais c'est pour mettre en lumière certains trucs, et après c'est à toi de voir si cette question elle est pertinente pour toi ou pas, ou si vraiment tu sais ce que tu fais. Là tu vois, quand je pose la question sur le fait d'être vivant ou pas, tu savais très bien toi dans ta tête que du coup les anges étaient mortels, et donc c'était cohérent quoi. Et les anges ont une longue espérance de vie dans mon univers, ok. Mais ils peuvent mourir, sinon c'est pas assez marrant. Bah, c'est pour ça que je t'ai dit, tu vois,
Immortel, tu vois, j'en ai lu, hein, par exemple, j'ai eu ma période, hein, Bit-Lit, donc tout ce qui est vampire, loup-garou et tout ça. Techniquement, tu vois, les vampires, ce sont des êtres immortels. Ça veut pas dire que les vampires ne peuvent pas mourir d'une façon ou être détruits. On le dit, tu vois, il y a des façons aussi de les détruire. Donc tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, même si je me doute qu'un être immortel peut éventuellement être détruit ou quelque chose comme ça. Ils ne mourront pas vivantes car cette fois, je ne me laisserai pas faire. La blancheur de la pierre immaculée apparaîtrait aux yeux des autres comme pure, chaleureuse, accueillante. Je sais pas si c'est moi qui fatigue peut-être. Apparaît ou apparaîtrait? La blancheur de la pierre immaculée apparaîtrait aux yeux des autres comme pure, chaleureuse. Ah oui, parce que c'est du subjonctif. Je sais plus. Enfin, c'est pour certains en fait, ça apparaîtrait comme blanche, chaleureuse et pure. Il me manquerait peut-être un mais, non mais mon regard ne voit plus la couleur du sang, tu vois. Je mettrais peut-être ça parce que sinon ça me fait bizarre à la lecture. Après, tu vois, comme je te dis, c'est peut-être moi qui suis fatiguée. Hein. La blancheur de la pierre immaculée apparaîtrait aux yeux des autres comme pure, chaleureuse, accueillante. Mon regard ne voit plus que quoique, ça peut passer quand même. Mon regard ne voit plus que la couleur du sang, la chair éclatée, les os brisés. J'adore cette phrase. Ah, mais je crois que je t'avais mis... Oui, c'est ça. Ce paragraphe peut peut-être sonner redondant. Là, ça fait un moment qu'on est sur le texte parce que je blablate un peu trop. Mais sur la même page, en fait, je t'avais mis... Ce paragraphe peut peut-être sonner redondant car l'idée est déjà très bien transmise dans les premières lignes de ce chapitre. Même si j'aime beaucoup l'image, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. J'aime bien la dernière phrase. Hein. Enfin, les dernières phrases. Même si j'aime beaucoup l'image des dernières lignes, un peu glauque, je pense que tu l'as déjà bien mis en avant précédemment. Parce que en fait, tu vois, la citadelle, immense tour d'ivoire maculée de sang. Tac, tac, tac. Est-ce que t'as pas d'autre chose? J'avais l'impression en fait d'avoir déjà lu ça quand j'ai lu ce passage-là. Oui, c'est ça, tu vois, on repart un peu de la blancheur de la pierre immaculée. Mon regard ne voit plus que la couleur du sang. Là, après, bon, on a la chair éclatée et les os brisés. Ça, c'est sympa. Ça, j'aime bien, tu vois. Mais ouais, il y avait un petit côté léger, hein, un petit côté redondant dans le sens où je me dis, on l'a déjà lu un peu au début, quoi. Tac, mais ils peuvent mourir. C'est Google qui aime pas la conjugaison. Ouais, et encore, enfin oui, c'est vrai que de toute façon, faites gaffe, hein, parce que quand vous écrivez sur vos logiciels, des fois on vous corrige des trucs, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Moi, on me corrige des trucs, je me dis, ben non, en fait, non, je sais ce que j'écris là pour le coup. Je chasse les images de mon esprit, les enfouis quelques centimètres sous la surface, juste assez pour qu'elles ressurgissent plus tard, dans un moment opportun. Puis je plonge... Tu vois, c'est pareil, tu vois, normalement, ça, on pourrait te dire, ah, il faut mettre une virgule et continuer ta phrase. Mais moi, j'aime bien, tu vois, l'effet que ça fait en termes à la lecture. Puis je plonge la main dans mon sac et en ressort la lettre froissée que j'ai aperçue il y a quelques jours. Et on s'arrête là. C'est assez frustrant hein, de lire qu'une page, hein, mais bon, c'est le but du concept. Mais de toute façon générale, je trouve que t'as un texte quand même qui est bien travaillé, qui est efficace, parce que tu poses déjà le contexte. Tu vois, quand tu nous fais ton petit pitch dans le formulaire, on retrouve déjà les idées, tu vois, qu'elle retourne à la citadelle, qu'elle a pas l'air très ravie d'être là, mais que visiblement elle a pas trop le choix. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et ça, en tant que lecteur, rien que sur une première page, t'as envie de lire la suite pour savoir ce qu'il en est. Qu'est-ce que je t'ai mis moi en termes de retour? Et vous voyez en fait moi en bêta lecture, c'est-à-dire que alors ça dépend des formules que vous allez prendre si vous passez vraiment sur la bêta lecture complète. Mais là j'essaie de travailler plus ou moins de la même façon que sur les manuscrits sur lesquels je travaille, c'est-à-dire que je vais lire le manuscrit, je vais faire des commentaires, là vous les voyez pas, mais je les ai là. Je fais des commentaires tout au long du texte. D'ailleurs, ne le prenez pas forcément mal s'il y a des moments dans le texte je ne commente rien. Je le dis parce que je l'ai eu récemment sur un retour qui s'est pas forcément super bien passé. Sachant que forcément sur un manuscrit je suis très attentive au début. Donc des fois je vais... Alors ça dépend des textes, hein. Il y a des textes qui sont très bien, j'ai pas besoin de commenter énormément le début.
Donc ça m'arrive de commenter énormément le début, et après sur le reste du texte, je commente beaucoup aussi, mais il y a des fois des passages où je commente pas parce qu'il y a pas... Soit c'est parce que j'ai pas grand chose à redire, parce que c'est très bien, et c'est fluide, et ça se lit très bien. Et des fois aussi, ça m'arrive de pas commenter parce que je vais répéter les mêmes remarques. C'est-à-dire que s'il y a un problème, entre guillemets, qui est récurrent, je vais le faire un petit peu au début, et après, si ça se répète tout au long du manuscrit, je vais pas à chaque fois dire attention, là c'est la même chose, attention, là c'est la même chose. Je vais le garder plutôt pour le compte rendu. C'est ça que je vous dis, c'est que je lis le texte, je fais des commentaires tout au long du texte, et après, selon la formule que vous prenez, il y a aussi un compte-rendu écrit où je synthétise les points forts du texte et les points à retravailler. Les points à retravailler sont souvent plus développés parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je complète par des ressources, j'explique, voilà, j'essaye d'être pédagogique. Et c'est là où en fait je vais dire, voilà, par exemple, sur un manuscrit où je trouve que les dialogues sonnent faux de façon générale, qui sont un peu froids et mécaniques. Il y a des fois des romans où en fait les dialogues manquent un peu de dialogue non verbal, ils sont très mécaniques, tac 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 tac, il y a des répliques et puis après on passe à autre chose. Si je le vois une fois, je vais le dire, 2 fois, je vais le dire, 3 fois, je vais le dire, et après, je vais arrêter de le dire. Mais par contre, dans le compte-rendu, je vais faire un point spécifique sur les dialogues pour expliquer, bah voilà, tes dialogues, ils peuvent peut-être être retravaillés. Je te donne aussi des ressources pour comment travailler tes dialogues, etc. Enfin, là, je synthétise. Donc, ne soyez pas vexés si des fois, je commente beaucoup votre texte et que, après, je commente un peu moins. Commenter un peu moins ne veut pas dire que je me tourne les pouces sur votre texte, ou que j'ai rien à commenter, ou que des fois en fait c'est juste que c'est très bien. Et quand c'est très bien, il y a un moment donné où justement j'essaye de m'arrêter pour dire bah là tu vois je commente pas spécialement parce que bah c'est fluide, j'ai rien à redire, ça s'enchaîne bien, je suis dans l'intrigue en tant que lectrice pure, je suis impliquée dans l'histoire. Voilà, j'essaye des fois de m'arrêter pour le dire parce que c'est bien aussi de dire quand ça va. Mais voilà, ne soyez pas vexés. S'il y a des moments... Le but d'une bêta lecture, c'est pas d'avoir un texte forcément qui soit rayé de commentaires tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai qu'il y a une petite redondance. Encore, c'est trop court. Ah oui, c'est ça que tu avais... C'est ça que j'ai oublié de dire. Si jamais... Alors ça dépend quand est-ce que ce sera rediffusé sur YouTube. Mais dans tous les cas, si vous voyez là la rediff cette semaine sur Twitch, Anaïs va passer, je sais pas quand, faudrait que je sais pas quand est-ce que tu prévois de le faire, elle va chercher des alpha lecteurs sur ce texte. Donc alpha lecteurs, c'est des gens qui vont lire le manuscrit chapitre après chapitre. La bêta lecture, c'est une fois que le manuscrit est écrit, on vous lit le manuscrit en entier et on fait des retours dessus. Alpha lecture, c'est vraiment au fur et à mesure de l'écriture. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Je crois que tu as un peu peur, Anaïs, sur ce projet-là, parce que ça te sort un peu de ta zone de confort. Donc peut-être que tu as besoin d'être rassurée à ce niveau-là aussi au fil de l'écriture. Moi, je sais que j'aime pas trop, en tant qu'autrice, fonctionner sur alpha lecture, dans le sens où, pour moi, l'écriture, au début, elle est assez intime, et j'ai besoin de garder mon bébé pour moi, au début. Même si je comprends l'intérêt de le faire, peut-être qu'un jour je le ferai, mais j'ai vraiment pendant un temps besoin de garder le projet pour moi avant de l'exposer au regard extérieur. Mais par contre, il y a des gens qui ont besoin de ça. Je connais des auteurs et des autrices même publiés qui le font, qui fonctionnent comme ça. Et donc oui, Anaïs va chercher des alpha lecteurs, donc n'hésitez pas à la suivre sur ses réseaux sociaux si jamais le projet vous intéresse. Pour vous proposer éventuellement en alpha lecture. Vous voyez, si vous avez apprécié déjà le début et que ça vous hype et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à la suivre sur ces réseaux pour avoir l'info. Je le vois très souvent en BL. C'est par rapport à quoi ? Sur les dialogues ou sur le fait des fois de pas commenter ? J'ai follow sur Insta, je regarderai car j'aime beaucoup ta plume. Et encore, t'aimes beaucoup sa plume sur un texte qui n'est pas encore... pour moi, qui a quand même été retravaillé. Mais d'après ce que tu dis, Anaïs, ça reste relativement brut. Donc imagine sur un texte publié. Mi-avril, fin avril. Ok. Oui, donc on va bientôt arriver, quoi. Donc quand la vidéo sortira, je pense qu'on sera à peu près aussi... on sera à peu près bon aussi. Donc les personnes qui verront sur YouTube au moment de la sortie de la vidéo, n'hésitez pas aussi à la suivre.
Vous aurez peut-être l'annonce, quoi. Ah, c'est la première fois l'alpha lecture, ok. Ah oui, et du coup, là je le précise parce que tu le dis dans le chat, on est sur la dark fantasy avec des... Voilà, tu dis c'est pour quand même pour un public averti, public mature et âme pas trop sensible. Ça reste de la dark fantasy. Dark fantasy adulte, j'imagine. On n'est pas non plus... On n'est peut-être pas sur du young adulte, donc j'imagine qu'il va y avoir des trigger warnings. Voilà, âme sensible, s'abstenir peut-être. Par rapport au dialogue, oui, ça m'arrive souvent. Mais c'est pour ça aussi que j'en avais fait des posts sur Insta, parce que ça arrive souvent, les dialogues un peu mécaniques. Mais bon, ça peut arriver si t'es sur un premier jet et que tu veux balancer ton dialogue comme ça, et que tu verras plus tard à la réécriture, c'est pas bien grave non plus. Du coup, en termes de retour, on va essayer d'avancer un petit peu. Ça fait 1 heure qu'on est dessus. Pas que j'aime pas ton texte, hein, mais je sais qu'il y a Pauline derrière. Donc qu'est-ce que je t'ai mis là pour ce concept-là, vous voyez, c'est pas un compte-rendu que je vous fais, mais je vous fais quand même un petit topo, on en discute aussi par mail des fois. Bon, tu as un début vraiment propre, j'ai pas grand-chose à redire. On sent que le texte a été travaillé, on se projette et on visualise très bien le lieu. Moi c'est ça, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de capacité à visualiser, donc quand j'ai des images assez fortes dans la tête, je trouve ça assez fort. L'ambiance, et on a un très bon aperçu de l'univers. Je trouve que dès les premières pages, tu poses le contexte, c'est ce que je disais de toute façon. Tu poses le contexte, la situation initiale et un début de caractérisation de personnage. On n'est que sur la première page, hein, mais déjà quand tu sens un début de caractère, c'est bien. On sent qu'elle a aucune envie d'être ici. En tout cas, on retrouve les éléments cités dans ton pitch dès le début, et en tant que lecteur, on a déjà une idée de là où tu veux nous mener, un lieu mystique qui est loin de l'image que l'on peut s'en faire, nous pauvres mortels, et un personnage qui visiblement y a vécu et se sera bien passé d'y revenir. Ça crée de la friction dès le départ, et ça c'est intéressant justement dans un récit de créer de la friction, même assez rapidement, parce que ça participe justement après à cette notion d'enjeu dont je parle très souvent. Et ça va justement créer de l'intérêt pour le lecteur en fait. Donc c'est bien d'en mettre assez tôt dans un récit. Ça crée de la friction dès le départ et c'est une bonne entrée en matière pour de la dark fantasy. Voilà, j'ai chipoté sur quelques éléments à droite à gauche, mais sinon tu as un début qui tient l'autre. Vous voyez que j'ai pas eu grand chose à redire, et il y a des textes comme ça des fois où il n'y a pas grand chose à redire. Et c'est comme ça, vous voyez. Et puis ça dépend aussi à quel moment vous envoyez votre roman bêta lecture. Si vous envoyez votre premier jet, il y a de fortes chances que... je pense qu'on peut revenir entre nous. Qu'est-ce que je disais ? Oui, si vous envoyez un premier jet, il y a de fortes chances qu'il y ait plus de choses à redire que sur un texte qui a déjà été retravaillé. Et puis après, ça dépend aussi comment vous abordez votre premier jet. Dans le sens où il y a des gens qui sont un peu plus maniaques que d'autres, qui sont un peu plus perfectionnistes que d'autres, et même sur un premier jet, il y en a qui vont avoir tendance déjà à chipoter sur le choix des phrases, sur les tournures de phrases, sur le vocabulaire et tout ça. Et il y a des gens qui sont un peu plus libres à ce niveau-là et qui se permettent de cracher quelque chose d'un peu plus brouillon, entre guillemets, et qui vont retravailler ensuite derrière. Voilà, ça c'est propre à chacun, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de meilleure ou de pire façon de faire. Et voilà, je vais boire un petit peu d'eau. Du coup, bravo à toi, Naïs. T'as déjà fait un bon taf, hein, je trouve.